Les événements que je vais vous relater sont authentiques, et ils se sont déroulés exactement comme je m'apprête à vous les présenter. Je tiens, avant toute chose, à vous préciser que je ne m'intéresse pas à tout ce qui touche au surnaturel, pas plus que je ne suis de nature à mettre sur le dos des extraterrestres ou des fantômes tout ce qu'on ne parvient pas à expliquer de manière rationnelle. Pourtant, je sais à présent que les ténèbres existent, séparées simplement de notre réalité par un voile fragile susceptible de se déchirer à tout instant. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Tout a commencé un lundi 16 décembre. Ce soir-là, l'agent d'entretien qui devait intervenir au centre funéraire municipal est tombé malade. Son binôme était en congé et les 3 autres employés sous ma responsabilité étaient en repos ou déjà ailleurs sur une mission. Je ne pouvais donc faire appel à eux et de toute l'équipe, j'étais celui qui habite le plus près du lieu. De toute façon, je ne suis pas ce genre de chef qui donne des directives en se tournant les pouces et en espérant que les autres feront tout le boulot. Pour moi, un responsable se doit de mettre la main à la pâte et surtout de donner l'exemple. J'ai donc remplacé mon collaborateur au pied levé et après avoir récupéré chez lui le badge d'accès et le trousseau de clés passe-partout, c'est avec pas mal de retard que je suis arrivé au centre funéraire. Il était à peu près 21h30 quand j'ai badgé au portail du parking. À cette heure, évidemment, les lieux étaient déserts et baignés dans une pâle lueur que diffusaient les éclairages de nuit et les blocs autonomes de secours. J'ai pénétré dans le bâtiment principal par l'entrée du personnel, longé les salles de cérémonie, j'ai dépassé les salles de présentation et pris l'escalier pour me diriger vers le secteur 2 situé au sous-sol. Cette zone regroupe la chaufferie et l'ensemble des locaux techniques. D'après le planning de nettoyage, il y avait l'intégralité des couloirs à brosser. Vu la taille et la configuration des lieux, je ne comptais pas y passer moins de 3 heures. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai passé mon badge devant le lecteur et les portes se sont ouvertes sur le secteur 2. J'ai allumé les néons et j'ai trotté jusqu'à la salle où le matériel et les produits d'entretien sont entreposés. Après avoir enfilé ma tenue, j'ai grimpé sur le siège de l'autolaveuse autoportée. Je l'ai démarré et je me suis mis au travail. Au bout de 10 minutes, la machine a commencé à avancer par à-coups et à perdre sa puissance par intermittence. Sans doute un problème de batterie. Après une demi-heure, le moteur a calé et l'autolaveuse a stoppé net au milieu du couloir. Visiblement, la batterie ne tenait plus la charge. J'ai tenté un redémarrage, mais sans succès. Il n'était pas question que je ramène la machine dans le local en la poussant, et il était bien trop tard pour contacter les services techniques chargés de sa maintenance, qui n'étaient disponibles que durant les horaires de bureau. J'ai donc pris la décision de la laisser sur place. Le lendemain, à la première heure, je reviendrai après avoir donné rendez-vous au technicien. J'ai retiré les clés du contact et j'ai fait demi-tour pour repartir au local de rangement et y récupérer un chariot de ménage. Même si l'autolaveuse était en panne, et maintenant que j'étais sur place, je pouvais au moins poursuivre le nettoyage manuel dans un autre secteur plus petit. Et le secteur 1 était parfait pour ce genre de mission. On inverserait simplement les plannings de nettoyage pour la semaine suivante. En toutes circonstances, il faut savoir s'adapter et rester flexible. J'ai poussé mon chariot dans les couloirs silencieux jusqu'aux portes coupe-feu qui séparaient les zones 1 et 2. J'ai badgé et les battants se sont ouverts, libérant les odeurs âcres des produits chimiques utilisés pour la désinfection et la conservation des corps et les parfums sucrés des crèmes et des produits cosmétiques. Les lumières étaient déjà allumées et sur le coup je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis juste dit que quelqu'un avait oublié de les éteindre avant de partir. En réalité, bien sûr, ça aurait dû m'alerter. Je suis habitué à travailler seul dans des endroits isolés, des bureaux sans employés ou des centres commerciaux sans clients, mais entendre soudainement une voix qui résonne dans le secteur 1 du centre funéraire avait de quoi vous faire tressaillir. En effet, c'est dans cette zone que se trouvent les cellules réfrigérantes où sont conservés les défunts avant leur mise en bière. Même en pleine journée, un silence quasi absolu règne dans ce lieu. Alors pourquoi pas à cette heure, dans la mesure où personne n'était censé s'y trouver ? Machinalement, je me suis arrêté et j'ai tendu l'oreille. Il y avait bien quelqu'un qui parlait, mais je n'entendais pas ce qui se disait, la personne était trop loin. Même si je n'en étais pas certain, la voix me paraissait féminine. Sa texture rauque m'évoquait une personne âgée ou une grande fumeuse, et ses inflexions agressives traduisaient une certaine malignité. C'est d'ailleurs à cause de ce dernier indice que j'ai préféré rester prudent. C'était bizarre, mais je n'étais pas inquiet, intrigué plutôt. En tout cas, il ne s'agissait certainement pas de cambrioleurs, car il n'y avait rien à voler dans les parages, hormis des chariots de transport funéraire et des kits de thanatopraxie. J'ai alors entendu une voix d'homme, ce qui m'a mis très mal à l'aise. Je m'imaginais assez mal un rendez-vous galant dans un tel environnement,
Mais je sais aussi que tous les goûts sont dans la nature, même si cette idée déviante et les images malsaines qu'elle générait dans mon esprit me répugnaient au plus haut point. Vraiment, je ne savais pas quoi penser, et il fallait absolument que j'en aie le cœur net. Laissant mon chariot, je me suis remis en mouvement, avançant sans faire de bruit et essayant de localiser l'origine des voix. Lentement, je suis passé devant la porte de la salle A en me tassant un peu sur moi-même. Elle était fermée, et à travers le hublot, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Les voix poursuivaient leur conversation, et je les entendais un peu plus fort à mesure que j'avançais. La discussion ne se déroulait pas non plus dans la salle B. Sa porte était également close, et il faisait noir à l'intérieur. J'ai continué ma progression tout doucement. C'est alors que j'ai capté 3 mots dans le flot de paroles distants, 3 mots qui m'ont fait frissonner. Cadavre, prononcé par la voix masculine, et quelques secondes plus tard, bonne chair, articulé d'un ton avide par l'autre voix. Dans d'autres circonstances, je ne me serais pas spécialement alarmé, mais là je dois avouer que j'étais troublé. Plus je m'approchais, plus je me disais que finalement l'idée n'était peut-être pas si bonne. Je ne savais pas ce qui se tramait là, mais la curiosité était la plus forte. Je suis arrivé à la hauteur de la salle C. La porte était entr'ouverte. Je me suis arrêté, aux aguets. De l'endroit où je me tenais, je distinguais une partie des murs blancs de la salle. Il y avait une table en inox partiellement visible, mais aucune trace des personnes qui discutaient. Je me suis avancé encore en me ramassant sur moi-même pour positionner ma tête juste sous le hublot. L'odeur des produits chimiques était forte et enivrante. Mon cœur battait plus vite, j'étais excité et je commençais à trembler un peu. À présent, j'étais suffisamment proche pour comprendre tout ce qui se disait. « Il nous en faut plus », a dit la voix que je supposais féminine. « Alors, testez aussi celui-ci, il est arrivé aujourd'hui », a répondu la voix d'homme. Il y a eu un bruit de grands tiroirs métalliques qui coulissent, puis un craquement sec. Des raclements sourds et répétés se sont élevés, suivis d'un son liquide d'aspiration auquel se mêlaient des gémissements de plaisir, tandis que des ricanements rauques fusaient. J'ai expiré profondément et tendu lentement mes jambes pour faire arriver mes yeux au niveau de la partie inférieure du hublot. Mes tremblements avaient cessé, mon mouvement était presque aussi fluide qu'un périscope émergeant des flots. Ce que j'ai vu m'a pétrifié. Au bout de la salle, plusieurs cellules réfrigérantes étaient ouvertes et leurs civières tirées, exposant les dépouilles nues et blafardes qu'elles renfermaient. D'un côté d'une des civières se tenait un homme en vêtements de ville, que je voyais de profil, et face à lui, de l'autre côté de la civière, 3 silhouettes, habillées tout de noir. Si 2 d'entre elles que j'apercevais de dos avaient la tête couverte, la 3e était de 3/4 face, penchée sur le cadavre. Elle avait rabattu sa capuche, dévoilant son visage émacié et dont les yeux fous donnaient l'impression de sortir de leurs orbites. La créature terrifiante n'avait rien des traits d'un humain. Ses mains étaient anormalement longues et au bout de ses doigts squelettiques étaient plantées des griffes terreuses plutôt que des ongles. Elle avait arraché un bras au défunt qu'elle dévorait comme on mord chichement dans une cuisse de poulet rôti, encouragée par les ricanements horribles de ses congénères. L'homme livide affichait une expression de dégoût paniqué. Mon cœur battait si fort que j'ai eu l'impression qu'il remontait dans mon œsophage. C'était certain, j'allais finir par le vomir. Je ne sais pas si le hurlement que j'entendais dans mon cerveau a franchi la barrière de mes lèvres, toujours est-il que tout ce petit monde s'est soudain retourné vers la porte d'un seul mouvement, découvrant mon visage horrifié à travers le hublot. J'ai laissé échapper un hoquet de surprise, les yeux écarquillés. Tout s'est ensuite déroulé très vite. L'homme s'est écarté brusquement, et la chose qui prenait son sinistre repas s'est élancée vers moi avant de s'immobiliser en poussant un cri strident que ses semblables ont imité. Un bourdonnement intense s'est logé dans mon crâne et mon champ de vision s'est réduit d'un coup. J'ai dû me mettre à gesticuler comme un hystérique, puis j'ai fait volte-face, remontant en courant le couloir par lequel j'étais arrivé. Je criais sans m'arrêter, persuadé que mon heure était venue. J'ai couru sans me retourner jusqu'au parking et j'ai démarré en trombe mon vieil utilitaire. J'étais dans un état second. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible, complètement déboussolé, totalement lessivé. Que devais-je faire? Aller voir la police? Mais que pourrait-elle bien faire face à ces choses abominables? Fuir loin d'ici? Faire exploser des bonbonnes de gaz au centre funéraire histoire de raser ce lieu maudit? Et pourquoi ne m'avait-elle pas suivi? Ne finirait-elle pas par se lancer à ma recherche à un moment ou un autre? Je n'avais aucune réponse à ces questions, alors je suis allé me coucher directement en me disant que tout irait mieux demain matin et que je trouverais une solution. Mais je n'ai pas réussi à dormir. En fait, je n'ai plus vraiment fermé l'œil depuis ce soir-là, et je suis incapable de modérer ma vigilance dès que la nuit vient. J'ai toujours la sensation qu'une de ces choses monstrueuses se tient derrière moi. Je sursaute au moindre bruit et j'ai perdu l'appétit ainsi qu'une bonne dizaine de kilos.
Mes nuits sont peuplées de ces créatures nécrophages, et je revois en boucle cette scène macabre au centre funéraire, ce cauchemar dégueulasse. Mon frère est décédé il y a 2 ans, et c'est dans ce centre funéraire qu'il a été pris en charge avant ses obsèques. J'ai pourtant assisté à la fermeture de son cercueil, mais comment savoir si ces créatures ignobles ne sont pas venues l'exhumer après ses funérailles pour satisfaire leur appétit sacrilège? Ça me rend malade, triste, et à la fois ça me terrifie. Je vous en supplie, soyez extrêmement attentifs et prudents, et si vraiment vous les aimez, prenez soin de vos morts. Faites-les incinérer, par pitié. Même si je n'ai rien révélé à mon médecin, il sait bien que quelque chose de grave s'est passé. Il voit bien que je souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Les médicaments qu'il m'a prescrits me soulagent un peu, mais ils ont tellement d'effets indésirables que parfois je me sens encore plus malade en les prenant. Très affaibli, j'ai été obligé de quitter mon travail il y a 3 semaines. J'ai même déménagé. Je ne suis pas parti à l'autre bout du monde, mais je me suis éloigné de quelques centaines de kilomètres, et j'habite à présent dans une petite ville paisible, dans l'Est. J'ai beaucoup hésité avant de me rendre au poste de police pour témoigner. Au-delà de la terreur que j'avais éprouvée et de l'angoisse qui me tenaillait continuellement depuis, je savais bien que c'était une histoire à dormir debout et je ne voyais pas comment les autorités auraient pu accorder un quelconque crédit à de pareilles sornettes. Si j'avais été à leur place, je me serais dit que la personne qui débitait ce genre d'ânerie, mais surtout qui y croyait dur comme fer, devait avoir un sérieux problème. Je suis néanmoins allé au commissariat 5 jours après les faits. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mais je ne leur ai pas dit l'entière vérité, je ne voulais pas être l'objet de sarcasme, et bien que je n'avais commis aucun délit et que je n'avais rien à me reprocher, je ne me sentais pas très à l'aise avec les forces de l'ordre. Enfin, je ne tenais pas à me retrouver face à un psychiatre qui déterminerait à l'issue de notre entretien si oui ou non j'étais frappadingue. Je n'ai donc pas parlé des créatures, et j'ai déclaré simplement que j'avais surpris une transaction bien singulière et inquiétante au centre funéraire. Un homme, dont je leur ai fourni le signalement, échangeait avec des inconnus en costume sombre un cadavre contre d'épaisses liasses de billets. Cela méritait certainement que l'on y envoie une patrouille, histoire de vérifier. Je sentais les regards obliques et suspicieux du policier qui prenait scrupuleusement note de mes propos. Cela a duré près de 2 heures. Quand j'ai eu terminé, il a voulu savoir pourquoi je n'avais pas donné l'alerte plus tôt. Je lui ai dit que j'avais peur, car ce devait être un trafic glauque auquel étaient sans doute mêlés de dangereux personnages. Il a acquiescé d'un signe de tête avant de me demander si j'en avais parlé à quelqu'un d'autre en dehors de la police, et ma réponse négative a eu l'air de le rassurer. Il m'a ensuite fait signer le document qu'il avait imprimé, et il s'est levé de son fauteuil comme un flic fatigué. « Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Gadet », m'a-t-il dit. Pressé de partir, je l'ai salué brièvement, et avant que je ne sorte de la pièce, il ajoutait d'une voix posée. « Soyez tranquille, je vais faire envoyer des agents au centre funéraire. » Durant tout le trajet jusqu'à mon domicile, je me sentais oppressé et j'avais l'impression d'être suivi et observé. Témoigner ne m'avait pas apaisé et je me demandais si cela aurait un véritable impact. Finalement, ma déposition n'a pas été mise à la poubelle et l'enquête qui a été ouverte a révélé la disparition de plusieurs cadavres. Ces derniers n'ont pas été retrouvés, bien évidemment. Les presses locales et nationales se sont fait l'écho de cette histoire sordide dont elles se sont emparées avec fièvre. Certains d'entre vous en ont peut-être d'ailleurs entendu parler. Les gens raffolent de ce genre de trucs pervers, c'est la nature humaine, et les médias se font un plaisir de les rassasier de théories fumeuses et de détails glauques. C'est leur fond de commerce, mais je ne peux néanmoins me satisfaire de la version officielle vendue par les journalistes. Articles, reportages, je suis de très près tout ce qui paraît sur le sujet. À en croire les journaux, les investigations ont montré que les registres faisaient depuis longtemps l'objet de falsifications, notamment sur les dates d'arrivée et de départ des dépouilles ainsi que leur nombre. L'homme que j'avais vu ce soir-là était employé au centre funéraire. Consigné dans le système de contrôle d'accès, ses allées et venues répétées dans le secteur 1 en dehors de ses heures normales de travail ont attiré l'attention des enquêteurs. Il a vite été arrêté et mis en examen. Au moment de son interpellation sur son lieu de travail, il tentait de se débarrasser de plusieurs sachets d'héroïne. Se murant dans un profond mutisme, il n'a rien révélé des raisons de ses agissements ni de son implication dans l'affaire. Il a juste dit qu'il ne pouvait rien dire par peur des représailles sur sa famille. Placé en détention, son séjour en prison n'a cependant été que de courte durée. 3 jours après son arrivée, son tronc a été retrouvé dans la cour de promenade. Il avait été démembré et sa dépouille portait en de nombreux endroits des traces de morsures qui n'ont pu être formellement identifiées. Cette mort mystérieuse a été imputée à ses anciens complices, même si aucune explication satisfaisante n'a pu être fournie par l'administration pénitentiaire ni la police au sujet de leur mode opératoire. Aux dernières nouvelles, compte tenu du meurtre de l'employé municipal et des éléments retrouvés au centre funéraire, les enquêteurs pensent tenir la piste d'un trafic d'héroïne dans lequel les cadavres sont utilisés pour déplacer et dissimuler la drogue en toute discrétion. Évidemment, il n'est fait mention à aucun moment et nulle part des créatures dévoreuses de viande humaine.
La réalité est travestie, l'information manipulée. Le secret de leur existence est farouchement protégé, c'est évident. Personne ne connaîtra jamais l'horrible et insoutenable vérité, à part vous qui m'écoutez si tant est que vous accordiez un quelconque crédit à mon témoignage. Ce soir, comme hier déjà, j'ai aperçu une silhouette encapuchonnée qui se tenait immobile de l'autre côté de la rue déserte. Dans la pénombre, elle attendait. J'ai éteint les lumières et je me suis approché de la fenêtre. J'ai soulevé le rideau discrètement. Du coin de la vitre, je l'ai observée sans bouger. Je m'étais même arrêté de respirer pour ne pas couvrir le verre d'une auréole de buée. Malgré ces précautions, la chose a levé la tête dans ma direction. Elle me voyait distinctement. Une autre silhouette a alors surgi de nulle part et l'a rejointe à pas lents. Elle aussi a levé les yeux vers moi. J'ai soudain ressenti un froid intense, puis j'ai vu leur regard s'illuminer brièvement dans la nuit. Cela n'a duré que 2 secondes, mais la lueur qui brillait était chargée de malveillance et trahissait un appétit vorace et déviant. La créature nouvelle venue a fait un pas en avant et m'a adressé un sourire hideux. Sa capuche s'est un peu affaissée vers l'arrière, et la lumière jaunâtre du réverbère a caressé un instant son visage effrayant. C'est alors que je l'ai reconnu, malgré ses traits monstrueux, le policier qui a pris ma déposition au commissariat. Il avait l'air beaucoup moins bienveillant à présent. Je comprends pourquoi elles n'ont pas tenté de me pourchasser au centre funéraire. En réalité, elles sont partout, alors pourquoi me courir après, sachant qu'elles peuvent m'avoir quand elles le désirent? J'ignore combien il peut y en avoir, mais je sais qu'elles sont nombreuses et qu'elles vont où bon leur semble sous l'apparence qui leur plaît. À quel point elles gangrènent notre société, jusqu'à quelle sphère du pouvoir elles parviennent à étendre leur influence, ce sont des questions que je me pose, et les réponses que j'entrevois me font frémir de terreur. Elles savent effacer leurs traces et se fondre dans la masse pour mieux nous tromper, et finalement se repaître de nos chairs mortes ou vives. Elles peuvent se cacher derrière les traits de la caissière de supermarché, du policier, derrière le visage du maître d'école ou du politicien. Elles peuvent être votre voisin. J'ai été tranquille ces dernières semaines, probablement leur a-t-il fallu quelque temps pour me retrouver, ou alors peut-être qu'elles ont tout simplement envie de cesser de jouer avec moi et ma peur. En tout cas, il est évident que je ne représente aucune menace pour elles, pas plus que vous. Elles ne craignent aucun être humain. Et notre scepticisme à l'égard de l'occulte et du surnaturel est leur plus grande force. Ceci est mon témoignage, en forme de testament. Je tenais simplement à vous mettre en garde contre leur existence invisible, mais tellement prédatrice. Elles sont 4 maintenant à guetter sous ma fenêtre. Elles sont en chasse, l'étau se resserre autour de moi. Elles passeront à l'attaque sans tarder, en meute. Je sais qu'il n'y a qu'un moyen de me soustraire à leur gueule de charognard. Je ne leur ferai pas le plaisir de m'offrir à elles vivant, et elles ne prendront pas non plus mon cadavre pour en faire leur pâture. Non, elles ne mourront pas, d'aucune manière, car il ne restera bientôt rien de moi sur cette terre, hormis un tas de cendres fumantes.